première table ronde de cette matinée. Achat public et réindustrialisation en Europe, de la stratégie à l'action. On l'a bien compris, la réindustrialisation de l'Europe s'impose de plus en plus comme un levier essentiel pour forger une nouvelle ère de croissance. Comment faire pour que les achats publics soient un levier de réindustrialisation en Europe? Quelles sont les échelles territoriales à considérer, les orientations très concrètes à adopter? Et comment intégrer la question de l'achat public responsable dans le développement des projets européens? Pour répondre à toutes ces questions, j'invite à me rejoindre sur scène Valérie Guinaudi, présidente de la communauté de communes du Grand Cubzaguais, Christian Brassac, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg en charge de la commande publique responsable, et Christophe Amoretti-Hannequin. Vous voulez juste passer sur le côté et on peut l'applaudir. Elle est déjà là, Valérie. Christophe Amoretti-Hannequin, conseiller finance responsable et adjoint France urbaine. Asseyez-vous, je vous en prie. Christophe, vous pouvez venir ici. Hop. La décoration. Vous avez embarqué la décoration avec vous. Merci à tous les trois d'introduire cette matinée. Alors, peut-être justement, avant d'aller dans le concret avec des exemples, au niveau de Strasbourg, au niveau aussi de l'intercommunalité de France. La commande publique, on vient de le rappeler, est un levier, mais pour bien contextualiser les choses, ça représente quoi au juste? Je commence avec vous, Christophe Amoretti-Hannequin, vous êtes à côté de moi. Ça représente quoi exactement? Bonjour à toutes et tous. Alors, si vous me permettez juste un petit mot, puisque initialement c'est Hervé Fournier qui est vice-président commande publique de Nantes Métropole et par ailleurs coprésident du Forum de l'achat public de France Urbaine qui devait représenter France Urbaine. Il est souffrant, il ne peut pas venir aujourd'hui, donc il vous prie de l'excuser. J'ai une pensée pour lui. Pour répondre à votre question, alors c'est une bonne question. La réponse n'est pas si simple. Merci. Finalement, parce qu'au niveau européen, alors je parle sous le contrôle de M. Muy de la DG Gros qui j'espère ne me contredira pas sur les chiffres. Au niveau européen, je crois que c'est à peu près 2000 milliards d'euros annuels, c'est un peu moins de 15% du PIB, et c'est aussi 10% des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Si on regarde à l'échelle française, en fait, il y a plusieurs réponses parce que ça dépend qui compte et comment on compte. Si on regarde les statistiques officielles de l'Observatoire économique de la commande publique, donc ça c'est Bercy, la direction des affaires juridiques, eux disent 160 milliards. C'était les chiffres, je crois, pour 2023 ou 2022, je ne sais plus, dont à peu près 40% pour les collectivités locales. Il y a un rapport du Sénat qui avait été fait en 2015 et qui, lui, arrivait à la conclusion qu'on était à 390 milliards. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Alors l'écart entre les deux, c'est pas le seul, mais c'est la comptabilisation des concessions, notamment. Et si on projette les chiffres de la Commission européenne, c'est 330 milliards. Donc en fait, 160, 330, 390, faites votre choix. D'ailleurs, je me permets de dire quand même que ça serait important, dès lors qu'on considère justement que la commande publique est un levier important, qu'on ait des chiffres précis. Et c'est pour ça que France Urbaine milite pour qu'on ait une vraie cartographie des achats en France, basée sur la réalité des dépenses exécutées, avec une ventilation par secteur, et également les émissions de GES associées. Bon, après 160 ou 390, à la limite presque peu importe, mais ce que je voulais juste dire en conclusion, pardon d'être bavard, c'est que c'est beaucoup d'argent. C'est un levier important, mais ce n'est pas un levier qui tout seul permettra de réindustrialiser. Il peut être efficace que dès lors qu'il est déployé dans le cadre d'une stratégie, je dirais, globale de réindustrialisation. Dans le cadre d'une politique globale de réindustrialisation. La commande publique ne peut pas tout. Exactement. Mais alors justement, on parle de réindustrialisation, Christophe Amoretti-Hannequin. Quels sont les grands enjeux stratégiques, selon vous, derrière cette réindustrialisation et quelle forme doivent-elles prendre, ces orientations stratégiques? Alors vous avez déjà répondu en partie à la question, parce que stratégique, donc je dirais que le premier enjeu, il est géostratégique, c'est de sécuriser les approvisionnements en Europe. On a vu quelles en étaient les fragilités pendant la crise sanitaire, les craintes qui ont été, des faiblesses qui ont été également constatées, qui sont aujourd'hui notamment en matière énergétique avec la guerre en Ukraine. Donc il y a un vrai enjeu géostratégique, il y a un enjeu économique aussi, puisque on a constaté aussi qu'il y avait des tas d'emplois industriels qui avaient disparu à bas bruit, en fait, et que donc il y a un enjeu à les relocaliser en Europe.
Et puis, il y a un enjeu écologique aussi. Je ne sais pas si, en tout cas, il est très important. Il est au moins aussi important, voire plus important que les deux précédents. Juste un chiffre, si on veut respecter l'accord de Paris et limiter la hausse des températures à 1,5 degré, il nous reste 200 gigatonnes à émettre d'ici 2100. Voilà. On en émet 40 par an, donc vous voyez un petit peu l'enjeu vertigineux. Le calcul est vite fait. Donc, ceci étant posé, comment est-ce qu'on peut envisager de réindustrialiser? Je pense déjà qu'il faut peut-être déterminer les bonnes échelles. Parce que si on parle par exemple de photovoltaïque, le photovoltaïque c'est évidemment un enjeu de réindustrialisation à l'échelle européenne. Si on parle d'alimentation, d'achat de denrées alimentaires, on est plutôt sur une échelle vraiment locale, c'est-à-dire comment est-ce que je peux mettre mes achats de denrées alimentaires au service de stratégies alimentaires territoriales, de ce qu'on appelle les PAT. Et puis après, il y a des choses qui sont un peu entre les deux. Si on parle de textile, par exemple, on pense ça peut se jouer à l'échelle nationale ou européenne. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, mais alors vous avez évoqué les enjeux géostratégiques. Dans le cadre d'une, comment dire, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait une politique beaucoup plus volontariste, hein, un peu comme à l'instar de la Chine, des États-Unis, si on a les moyens d'ailleurs? Alors, c'est vrai que en Europe, pendant longtemps, on a pensé que la meilleure politique industrielle, c'était de ne pas en avoir, que le marché allait tout résoudre. Et je pense qu'on a un peu sorti de cette naïveté. Vous citez la Chine, c'est vrai que la Chine a une stratégie industrielle extrêmement précise, documentée. Elle se donne les moyens de la mettre en œuvre, y compris d'ailleurs de façon logistique, parce que les routes de la soie, par exemple, c'est pas du tout quelque chose pour les exportations, c'est pour sécuriser au contraire les importations de matières premières qui sont utiles au développement de l'économie chinoise. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le Buy American Act qui a été mis en œuvre en 1933, dont les objectifs ont été renforcés par Joe Biden, puisque, juste là encore un chiffre, désolé, les marchés publics américains doivent, à l'horizon 2029, inclure 75% de composants fabriqués aux États-Unis. Voilà, donc on n'a pas du tout cet instrument en Europe, donc on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a des... Je vais laisser quand même... Justement, juste après, j'aimerais avoir finissez vos propos, puis après Valérie pourra effectivement nous donner son sentiment aussi par rapport à cette politique peut-être beaucoup plus protectionniste, qui peut être importante, davantage s'appuyer sur l'Europe. On en parlera aussi avec Christian Brassac. Alors en fait, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire à droit constant. Et on a évoqué les spasers, je suppose que Christian en parlera tout à l'heure. Oh oui, on va en parler des spasers. Et puis, il y a un moment, il faut peut-être prendre le taureau par les cornes et revoir le cadre de la commande publique européen et notamment les directives européennes de 2014. Directives qui datent de 2014, mais dans la philosophie quand même très empreinte des thèmes qui présidaient à la construction du marché intérieur dans les années 50-60, une époque où les enjeux écologiques n'existaient pas. Voilà, donc je pense qu'il faut peut-être revoir ce cadre pour l'adapter aux enjeux majeurs d'aujourd'hui. Ouais. Valérie Guinaudi, alors vous partagez, j'imagine, ce sentiment, mettre en phase les moyens, en cohérence avec les objectifs à atteindre, se donner les moyens de les atteindre. Alors, tout à fait, je partage ce que vient de dire Christophe et également ce qu'ont dit la représentante de la mairie de Bordeaux et de la métropole. Madame Ferrara et Madame Miché, effectivement. Exactement. Voilà. Alors, pour remettre un peu dans le contexte quand même, parce que moi je préside une intercommunalité qui n'est pas très loin, mais c'est une petite intercommunalité à l'échelle de ce que peut représenter soit Bordeaux Métropole, soit la mairie de Bordeaux. C'est 36 000 habitants, 16 communes, une commune centre et beaucoup de communes rurales. Donc on a néanmoins à cœur d'avoir une politique des achats durable en lien avec notre projet de territoire qui s'articule autour de ce qui a été dit ce matin déjà, la transition écologique, la transition sociale et le développement économique durable. Voilà. Donc on a des zones d'activité sur lesquelles on accueille des entreprises. On est, comme je vous l'ai dit, quand même un territoire rural avec une forte partie viticole. Cette ville-centre de Saint-André-de-Cubzac qui a la conjonction de la N10 et de la 10, donc avec un territoire très attractif sur lequel on accueille des entreprises qu'on a le luxe de choisir puisqu'on est quand même effectivement un territoire, on a du foncier, on est un territoire attractif, donc on choisit les entreprises et peut-être pour nous ce qui fait le plus de sens, c'est l'emploi.
hein, puisqu'on accueille beaucoup de populations qui est venue s'installer sur notre territoire, venues de la métropole. L'objectif, c'est pas qu'ils viennent dormir chez nous et travailler sur la métropole, mais c'est bien qu'ils puissent travailler sur notre territoire. Donc c'est là le sens de notre accompagnement des entreprises, de notre accueil d'entreprises. On n'est pas du tout un territoire industriel historiquement, hein, donc c'est nouveau pour nous, l'industrie sur le territoire, même si à quelques encablures, on a la centrale nucléaire du Blayais, mais c'est une industrie un peu particulière. En tout cas, nous, dans le Grand Cubzaguais, on accueille maintenant des entreprises qui sont labellisées usines du futur, des entreprises innovantes. Voilà. Et on essaye d'attirer des startups, ce qu'on commence à faire, et de pouvoir les accompagner dans leur parcours industriel. Voilà. Donc, c'est tout l'objet de notre politique. Et on reviendra peut-être sur les achats plus tard. Bien sûr. Alors justement, Christian Brassac, est-ce qu'il y a comment faire pour imposer d'acheter en Europe? Est-ce que c'est possible? De quelle façon pour justement s'imposer davantage? C'est possible. Bonne réponse. En fait, je vais vous donner une anecdote. Quand j'ai été élu, Eurométropole de Strasbourg, je suis élu à la ville et à l'Eurométropole. Ça fait un petit demi-milliard d'achats chaque année. Nous avions un Spaser avant qu'on soit élu, et donc il s'est terminé en 2020 et on l'a remis sur l'établi. Et puis, peut-être rappeler rapidement ce qu'est un Spaser. Oui, j'en parlerai en précision plus tard. Ça a déjà été dit tout à l'heure, mais j'en reparlerai. Et donc, assez rapidement, on s'est enorgueilli du fait qu'on avait 75% de nos marchés qui étaient attribués à des PME, TPE. Et une fois, un maire de l'Eurométropole me dit « C'est bien ce que tu fais, Christian, mais regarde, ce tuyau, il vient d'Inde. Tuyau de fonte ductile. » Alors, on était un peu stupéfaits. Ça n'avait jamais été vraiment envisagé par nos prédécesseurs. Alors, et on a regardé, et on a regardé en précision, et on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de villes déjà en France qui utilisaient le 2153-1. Et ce 2153-1 permet permet de faire en sorte que nos prestataires achètent en Europe. Et donc ça, c'est tout à fait possible, et on le fait. Maintenant, on n'a pas été les premiers, hein, je vous assure, il y a beaucoup de villes qui le faisaient déjà. Et donc, oui, ce 2153-1 permet d'imposer aux prestataires d'acheter en Europe. Je vais vous dire comment on le dit. Dans le CCAP, on dit « L'acheteur entend appliquer l'article 2153-1 du Code de la commande publique dans le cadre du présent marché en introduisant dans les documents de la consultation des restrictions fondées sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. » Donc oui, c'est tout à fait possible. Et je peux vous donner un autre exemple, les panneaux solaires. Vous savez qu'ils viennent massivement de Chine en ce moment. Il va y avoir une très grosse, les Français disent une méga factory, c'est une très grosse entreprise, 850 millions, 2000 emplois à Saargemien, c'est dans le Grand Est, c'est pas très loin de Strasbourg. Et je compte bien, quand cette entreprise sera installée, qu'on achète même si c'est plus cher, parce qu'il s'agit de dépasser, et là on va tomber sur le Spaser, il s'agit de dépasser le mieux-disant, le moins-disant au profit du mieux-disant. On en reparlera quand on parlera du Spaser. Avec des fonds surtout français et allemands. Oui, c'est uniquement français-allemand. C'est Holopolis, ça s'appelle. Et c'est des capitaux uniquement français et allemands. Ouais. Alors, on l'a bien compris, on peut imposer d'acheter en Europe avec ce 2153-1. Alors, comment faire, Christophe Amoré-Etienne-Quin, pour que la commande publique soit au service de la réindustrialisation, au niveau du droit de la commande, pour pas qu'elle soit déconnectée de la réalité? Parce qu'il y a aussi ce point essentiel pour réussir la réindustrialisation. Je l'évoquais tout à l'heure, en fait, il y a deux niveaux de réponse. Soit on raisonne à droit constant, et donc on peut utiliser les outils classiques que vous connaissez toutes et tous, hein, de l'acheteur, l'allotissement, le sourcing, le bon cahier des charges, des clauses de durabilité. Alors d'ailleurs, les clauses environnementales et sociales sont souvent utilisées aussi à des fins de relocalisation. Alors, ça marche des fois, et des fois, ça ne marche pas. Si vous essayez, par exemple, d'utiliser des coûts globaux du cycle de vie, les ACV pour des panneaux photovoltaïques, ça ne marche pas, parce que de toute façon, les cellules, elles sont fabriquées en Chine. Donc, de toute façon, même si c'est fabriqué en Europe, l'ACV ne permettra pas de favoriser un achat européen. Par ailleurs,
souvent l'inclusion, enfin on peut développer des trésors d'ingénierie contractuelle pour aller chercher des locaux. On cite toujours l'exemple rennais qui s'appelle Terre de Source, qui a permis de combiner l'achat de denrées alimentaires à l'amélioration de la qualité des eaux. Et donc c'est très ingénieux, mais c'est extrêmement complexe à monter. Et là encore, ça ne permet pas d'aller viser tous les agriculteurs. Donc on pense que si on veut y arriver, à un moment, il faut modifier le cadre de la commande publique et reconnaître que la commande publique, elle vise pas seulement à acheter des biens ou des services qui répondent à des besoins des acheteurs publics, mais également à déployer des politiques publiques. Je reste sur l'aspect alimentation, qui est pour moi très parlant. Si vous voulez garantir la reconversion, par exemple, d'agriculteurs vers des modèles plus durables, il faut leur garantir des revenus de moyen long terme. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas possible de passer un marché de 10 ans de fourniture de denrées alimentaires auprès d'un agriculteur. Nous, ce qu'on dit, par exemple, c'est une proposition France Urbaine, c'est de laisser, dès lors qu'il existe une stratégie alimentaire territoriale qui a été votée démocratiquement par une collectivité, que cette collectivité, pour 50% de ses achats, soit libre des modalités de passation, quel que soit le montant du marché, et soit libre également, y compris dans la durée des marchés. Voilà. Et je vois Valérie Guinaudi, opiner du chef, être complètement d'accord avec vos propos, ce décalage entre ce qui est permis et interdit par la commande publique et les moyens qu'on pourrait employer pour les atteindre. Tout à fait. D'ailleurs, on rejoint le plaidoyer pour la modification de la réglementation sur l'agriculture, effectivement, et sur les denrées alimentaires. C'est effectivement un enjeu important pour les territoires ruraux, et y compris chez nous, avec, vous connaissez tous la crise de la viticulture en Gironde. On travaille à un projet alimentaire de territoire partagé à l'échelle même de la Haute-Gironde, au-delà du Grand Cubzaguais. Et effectivement, on peut se féliciter que la mairie de Bordeaux, par exemple, soit passée à 80%, ou la métropole, je ne sais plus, sur son restaurant administratif. Mais le sujet, ce n'est pas forcément le bio, c'est surtout l'agriculture locale, voilà, pour nous. Et effectivement, la réglementation nous contraint beaucoup, ou alors à faire des cahiers des charges à 500 lignes pour avoir la carotte d'à côté et la salade de pas loin. Donc effectivement, cette simplification est absolument nécessaire. Alors c'est pas de l'industrialisation, c'est de la relocalisation, mais ça reste de l'emploi local, et c'est ça qui est important pour nous. Ouais. Christian Brassac, je vous en prie. Sur ce plan-là, on a trouvé une petite astuce. On a relancé nos marchés de restauration tout récemment, et on a alloti pour le pain, uniquement pour le pain, pour 13 000 repas jour. Ouais. Et donc pain bio, et donc local. Ouais. Ben, pourquoi local? On m'a dit, mais c'est totalement interdit par la commande publique. Ben oui, mais sauf si le pain, il faut qu'il soit frais à midi, il ne peut pas être produit à Bordeaux ni à Brest, je vous assure. Bon, il n'arrivera pas à Strasbourg à midi. Donc on a alloti, et tout le pain des 13 000 repas jour à Strasbourg sera produit par des boulangers bio strasbourgeois. Ouais. Donc voilà une façon de localiser qui est... voilà, c'est une façon de localiser. Oui, tout simplement. On va justement voir d'autres façons très concrètes de relocaliser. Valérie Guinaudi, les intercommunalités de France ont la volonté de soutenir cet effort de réindustrialisation en parlant d'achat local. Alors racontez-nous justement le développement de cet achat local qui est vraiment devenu un objectif politique de plus en plus partagé par ces intercommunalités. Pour citer quelques exemples, effectivement, que nous, dans le Grand Cubzaguais, on a pu mettre en place. L'objectif, c'est bien de faciliter l'accès aux TPE et aux PME, parce que nous, on n'a pas notre tissu économique, c'est des TPE, des PME. L'objectif, c'est bien de leur faciliter l'accès à la commande publique, par exemple en mettant en place des avances pour les marchés de moins 250 000 euros. Alors nous, on est sur des petits marchés. On a eu un gros marché de 12 millions d'euros pour un centre aquatique qu'on a ouvert l'année dernière. On reste sur des petits marchés. Donc 150 000 euros, des avances qui montent jusqu'à 30%. Voilà. Pour faciliter l'accès et pour leur permettre d'acheter les premiers matériaux dont ils ont besoin dans le cadre de travaux. Ça passe aussi par des clauses d'insertion. Nous, sur les marchés de travaux,
en lien avec le conseil départemental, on met en place des clauses d'insertion. Là, sur le dernier marché qu'on a passé, les entreprises du coup, qui commencent à avoir l'habitude, c'est aussi une façon de mettre en place avec les entreprises locales des volets insertion. Donc là, on a passé un marché, on a les réponses, et c'était 2 fois ce qu'on attendait dans le cahier des charges. Voilà. Donc c'est aussi une manière pour les entreprises de s'inscrire dans le territoire et de participer à la solidarité du territoire. Voilà. Puis la force d'une intercommunalité, un peu comme pour France Urbaine, c'est qu'on peut massifier les achats. Donc tout de suite, c'est exactement. Conséquent. Voilà. Alors on a du coup, on participe à l'association d'achat durable de Nouvelle-Aquitaine. Bien entendu, on est aussi adhérent de l'UGAP. Voilà, on essaye de mutualiser. On essaye de mutualiser, par exemple, pour les petites communes, parce que la plus petite commune de mon intercommunalité, c'est 360 habitants. On essaye aussi de mutualiser ce qu'on commence à faire, les marchés de voirie, par exemple, voilà, pour que les communes aient accès aussi à des marchés qui soient voilà, qui puissent être mutualisés et sur lesquels elles peuvent venir avoir des prix qu'on peut avoir quand on est plus nombreux. Voilà. Donc, mais alors, pour répondre à tous ces enjeux, comment vous avez procédé? Est-ce qu'il a fallu former les équipes, sensibiliser, se réorganiser de façon on a eu la chance d'accueillir une directrice des achats qui est arrivée il y a 2 ans et qui est dans la salle, que je salue et que je remercie, qui a fait un gros travail justement de mettre en correspondance notre politique d'achat avec notre politique de territoire, puisque effectivement on a à cœur d'être exemplaire et en tant que collectivité on a aussi un devoir d'être exemplaire dans notre politique d'achat. Donc elle a fait un gros travail aussi d'acculturation de l'ensemble des équipes pour diffuser cette culture de l'achat durable à l'ensemble des équipes qui peuvent acheter pour le Grand Cube Zaguet. Il a fallu créer des nouveaux services, des nouveaux métiers? Non, pas forcément de nouveaux métiers, de nouveaux services. On sait plus dans la formation ça, de ceux qui achètent voilà, pour la collectivité. Voilà. Alors, Christian Brassac, on va s'intéresser à Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg. Pour avoir des achats vertueux avec un protectionnisme européen, il y a un levier génial, on en a parlé en introduction, le SPASER. Expliquez-nous exactement ce que c'est. L'acronyme. Bon. Ah, attention. Bah déjà, sur l'acronyme, moi, je suis très, très favorable. Je pense qu'en ce moment, il y a 360, depuis le 1er janvier 2023, quand le seuil est passé à 50 millions d'achats, il devrait y avoir à peu près 320 collectivités, je parle sous le contrôle de Christophe. Je vous embête, Christian, mais collez carrément le micro sur le montant. 320 collectivités qui devraient avoir, enfin communes, collectivités qui devraient avoir un SPASER, et il y en a quand même beaucoup moins que 1%. Donc là, il y a vraiment un effort à faire. C'est quoi, important. C'est une méconnaissance J'en sais rien, mais en tout cas, moi je témoigne que c'est un levier extraordinaire pour tout ce qu'on vient de dire à l'instant, souveraineté européenne, localisme, TPE, PME, économie sociale et solidaire. Enfin, tout y est. Juste, je voudrais dire un petit mot sur l'acronyme. Schéma de promotion, déjà ça, socialement, et écologiquement responsable. Moi, j'ai un peu de mal avec ça écologiquement, non pas parce que je suis élu écologiste, mais je pense qu'il n'y a pas d'écologie sans justice sociale. Donc, c'est dire socialement et écologiquement responsable, c'est comme dire il y a des marguerites et des fleurs dans ce vase. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça serait bien de dire les achats socialement et environnementalement responsables. Parce que l'écologie inclut le social. Enfin, en tout cas, moi, je n'arrive pas à penser l'écologie sans justice sociale. Bon, donc, au-delà de ça, c'est vrai que c'est un outil extraordinaire. Et pour qu'il soit extraordinaire, et là, je reviens à la question que vous posiez à l'instant, c'est qu'il s'agit que les acheteurs s'en emparent. Quand on est arrivé aux affaires en 2020, il y avait un SPASER à Strasbourg. Mais je me suis rendu compte que les acheteurs connaissait le SPASER, il était sur l'étagère et il se disait tous les jours, il faudrait que je lise ce machin-là. Alors, quand on a réécrit ce SPASER, le premier était tout à fait excellent, on a simplement progressé sur tel ou tel point, je pourrais peut-être en parler tout à l'heure. Mais surtout, et c'est ça qui est absolument majeur, nous on a 7000 agents, 20 directions, une cinquantaine d'acheteurs. Je suis, avec le service, allé voir tous les
acheteurs, toutes les directions, l'une après l'autre. Et on a passé 2-3 heures pour qu'ils s'approprient ce Spaser. Si ce Spaser, c'est un document sur une étagère, il rate complètement son objectif. Ouais. Maintenant, il n'y a pas un acheteur qui connaisse qui connaisse très bien ce Spaser, qui se l'est approprié, ça je peux vous l'assurer. Et on voit les effets tous les jeudis matins en CAO, parce qu'on fait de la pédagogie en permanence avec les acheteurs sur l'aspect du Spaser. Mais en quoi il est structurant justement ce Spaser dans l'achat responsable? Il permet bien comprendre son importance. Il permet d'atteindre l'objectif que Mme Agnès Pannier-Runacher avait dit le 23 mars 2021, quand elle était ministre déléguée à l'industrie. Il faut que la commande publique rééquilibre, mette en place des critères pour faire en sorte qu'on arrête d'acheter le moins cher, mais qu'on rééquilibre le mieux-disant le moins-disant au profit du mieux-disant sur des aspects environnementaux, a-t-elle dit. Je pense qu'elle aurait dû dire sur des aspects socio-environnementaux. Et donc, je vous renvoie à ce que je vous ai dit sur la chronique tout à l'heure. Donc oui, en ce moment, on a passé 600 marchés en CAO, on est passé à 30% où on ne prend pas le moins cher. Et donc, j'étais prof de maths, j'ai regardé en précision l'écart. Donc, dans la moitié des cas, c'est moins de 10% l'écart, mais dans un quart des cas, c'est entre 10% et 20%, et dans un quart des cas, c'est au-dessus de 20%. Mais on privilégie le coût global au détriment du coût d'acquisition, le coût global incluant les aspects sociaux, les aspects environnementaux, analyse de cycle de vie, enfin bon, vous voyez tout ce que ce sera, et économique, évidemment, pour le territoire. Mais ça demande de penser différemment, ça demande d'intégrer l'environnement dans sa réflexion. Absolument. En ce moment, des chiffres ont été donnés que c'est tout à fait similaire chez nous. Maintenant, en CAO, il est rarissime qu'il y ait un marché où il n'y a pas de dispositions environnementales. Des dispositions sociales, là, on en a énormément depuis. On a une vraie histoire à Strasbourg des clauses sociales, hein, depuis la fin du XXe. Mais ça devient rarissime. Et il y a des acheteurs qui me disent, mais écoutez, moi, pour cet achat, j'ai quand même beaucoup de mal de mettre de l'environnement, il faudrait que vous nous aidiez. Alors, on travaille avec eux pour... Alors, la pondération, ça peut être que 5%, mais je vous rappelle que la loi climat et résilience va imposer qu'il y ait 100% des marchés publics français qui incluent une disposition environnementale, hein, et 30% sociale. Mais chez vous, c'est une clause excluante, hein? Non. Pour le social, c'est plutôt des clauses excluantes, plutôt, hein, pas seulement, et pour l'environnemental, c'est plutôt des critères. Ouais. Mais c'est plutôt, hein, c'est pas c'est pas noir et blanc. Christophe Amoretti-Hannequin, vous avez travaillé justement l'élaboration d'un guide pour justement mieux comprendre ce Spaser, hein? Oui, alors Du coup, j'imagine que vous rejoignez les... Oui, complètement, hein, je ne ferais pas mieux que Christian sur les Spaser. Juste rajouter, on est absolument convaincu que c'est un formidable outil d'embarquement en fait, des services autour d'un objectif commun. D'ailleurs, c'est un peu l'objet des budgets verts aussi pour moi qui ont été évoqués tout à l'heure. Et effectivement, on a fait un guide méthodologique pour partager en fait, les bonnes pratiques, notamment celle de Bordeaux Métropole. Je ne dis pas ça parce que c'est la puissance invitante, mais qui avait déjà, je vois qu'il y a Moustapha Wajidi, Nicolas Cross et Fabien Billet qui travaille beaucoup sur l'achat durable à Bordeaux. Et en fait, on a pu, au travers de ce guide, notamment bénéficier de l'approche bordelaise qui avait déjà fait son Spaser et qui en était à son édition numéro 2. Et donc, du coup, ça permettait aux collectivités qui n'étaient pas encore engagées de pouvoir bénéficier de ce retour d'expérience. Donc oui, le Spaser est vraiment extrêmement intéressant parce qu'il oblige à formaliser une politique achat dans cette dimension, dans toutes les dimensions de durabilité, donc y compris sociale. Et parce que c'est un outil qui permet de positionner aussi différemment la commande publique auprès des services opérationnels. Valérie Guinaudi, on voit bien donc l'importance du Spaser, puis l'importance ici d'avoir finalement une sorte de culture commune autour de l'achat responsable, hein, l'achat public responsable. Oui, parce que finalement, chacun dans son coin, on arrive à mettre depuis plus ou moins longtemps des critères. Mais effectivement, le réseau nous permet d'aller souvent plus loin. Et pour des petites collectivités comme la mienne, on peut s'appuyer sur Bordeaux Métropole, puisqu'on a un contrat de coopération avec Bordeaux Métropole. Donc, on s'appuie régulièrement sur les services, alors que ce soit
pas forcément sur les marchés, mais en tout cas sur d'autres sujets. Mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est que, vous l'avez évoqué, non seulement ça acculture les agents, mais ça permet aux entreprises aussi de s'interroger sur pourquoi nous, on met ces critères et comment on va faire pour les respecter. Donc ça fait aussi évoluer tout l'environnement économique d'un territoire, et je pense que c'est ça qui est important, et c'est ça qui est intéressant dans ces achats publics responsables, c'est d'engager tout le territoire et pas seulement les collectivités dans cette logique-là. Christian Brassac. Sur ce plan-là, il y a un élément très, très fort, hein, c'est que les entreprises se connaissent très bien. Et quand elles sont battues, alors qu'elles étaient moins chères, mais qu'elles sont battues sur les aspects socio-environnementaux, elles réagissent. Ça, je peux vous le dire, elles réagissent. Et effectivement, le travail de pédagogie auprès des acheteurs, on le fait aussi du côté des entreprises, évidemment. Oui, vous avez une équipe dédiée à ça qui accompagne les entreprises pour leur montrer comment intégrer tous ces critères. On rencontre régulièrement la Fédération régionale des travaux publics, par exemple, et on en parle en précision. Et d'ailleurs, j'anticipe un peu ce que je dirai tout à la fin, c'est qu'on commence à leur expliquer que la question de l'égalité femmes-hommes va leur tomber dessus dans quelques mois. Alors justement, pour intégrer cette question d'achat public responsable dans le développement de projets européens, on l'a dit, hein, il y a encore un gros travail de sensibilisation, de pédagogie à faire, et notamment sur ces questions d'objectifs de développement durable. Christian Brassac. Alors, vous m'avez envoyé un petit sondage, là, qui m'a... Vous avez les chiffres ou pas? Alors, je vous en prie. Hein. 80% des Danois savent ce que c'est l'agenda 2030 et les 17 ODD. 10% des Français le savent. Ouais. Donc, là, il y a une méconnaissance généralisée de ces ODD. Et moi, je pense que, regardez les ODD, et vous allez voir, vous regardez les ODD, et puis vous réécoutez tout ce qu'on vient de dire depuis un quart d'heure, et vous voyez les ODD en filigrane en permanence. Sur la commande publique, elle est très, très marquée par... on peut l'adosser aux ODD sans aucun problème. Alors, l'adosser, c'est un peu... on met un paysage derrière, mais il faut aller un peu plus loin. Mais vous voyez, par exemple, l'ODD 13, c'est... l'ODD 12, consommation et production responsable. L'ODD 11, ville et communauté durable. L'ODD 8, travail décent. Enfin, il y a des ODD... Les ODD... tout le monde connaît dans la salle, évidemment. Vous êtes dans les 10%. mais bon, en fait, c'est les héritiers des OMD 2000 qui s'adressaient aux seuls pays en développement. Il y en avait 7, dont un sur l'environnement. Et depuis 2015, c'était un mois avant la COP21. C'est pour ça que c'est un peu passé sous les radars des médias. C'est 17 ODD. Les premiers, c'est principalement, je peux vous les redire, pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé, éducation de qualité. Puis la suite, c'est plutôt de l'ordre de l'environnemental. Plutôt de l'ordre de l'environnemental. Donc, alors là, ça me permet de vous le dire. Notre Spaser que j'ai là, et j'en ai à disposition pour ceux qui en veulent, ils sont adossés aux ODD. Le commissaire général du développement durable m'a dit, mais vous êtes le premier à avoir adossé le Spaser sur les ODD. Et avant de venir ici, j'ai regardé et j'ai vu que le Spaser de la Gironde, 2017, avait déjà adossé aux ODD. C'est vous la première. Ah, bon point, Valérie Guinaudy. Oui, sur le département de la Gironde. Oui, Gironde. Voilà, c'est ça. Oui. C'est le conseil départemental. Le Spaser de la Gironde est adossé aux ODD depuis 2017. Oui, oui. Donc, Strasbourg est très avancé sur cette question. On va au forum mondial de l'agenda 2030 à New York dans 2 semaines. On y était l'année dernière. Et tout le budget de l'EMS est renvoyé aux ODD. Ouais. Tout. Il y a pas tous les achats, investissements dans un premier temps, puis maintenant fonctionnement, sont rapprochés des ODD, quels qu'ils soient. Et voilà, je terminerai sur un ODD particulier qui s'appelle l'ODD égalité entre les sexes, parce que je pense que la commande publique devrait être, tout comme le budget, sensible au genre, mais on devrait avoir une commande publique sensible au genre. Ça me tient beaucoup à cœur. On a d'énormes difficultés pour le faire. L'ODD, les Spaser, on l'a compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Christian Brassac à la fin de cette table ronde. Valérie Guinaudy, vous souhaitiez dire quelque chose? Non, juste dire que dans ce qu'on a mis en place sur les marchés responsables, effectivement, il y a cette égalité homme-femme qui, pour l'instant, effectivement, est un bonus, voilà, mais qu'on essaye d'introduire dans nos marchés. Voilà.
C'est très, très, très délicat. Mais c'est compliqué. Pour une raison Ouais. précise, c'est la fameuse liaison au marché. Ouais. Je vais quand même vous lire juste une citation d'une ancienne Premier ministre française qui s'appelait Elisabeth Borne et qui a dit le 8 mars, alors elle a choisi le 8 mars évidemment, Vous avez une bonne nous mémoire des dates, écarterons hein. des marchés publics les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de publication de l'index de l'égalité professionnelle, l'index Pénicaud, ou celles qui auraient obtenu une note insuffisante. 8 mars 2023. 23. Quand on dit ça au BTP, ils pâlissent. Et il y a beaucoup de PME, TPE et grands groupes. Mais alors, on est coincé par la liaison au marché. Nous, on pense qu'il y a un chemin pour y arriver. C'est les fameux plans de progrès. Le plan de progrès qu'on a découvert via l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui nous ont un peu expliqué. Et on pense que là, il y a une entrée possible pour la question de l'égalité femmes-hommes dans les marchés publics. Alors, justement, dernière question, je vous la pose à tous les trois. Quelles sont, selon vous, les principales impasses de la réindustrialisation et sur quoi doit-on évoluer pour les intégrer aux enjeux de notre époque? Je commence avec vous, Christian Brassat, ou bien avec vous, Christophe Abrenquin, Valérie, et puis voilà. Ok. Le temps que vous préparez vos questions dans la salle, hein, parce qu'on va passer aux questions-réponses là tout de suite. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à nos différents intervenants. Je pense qu'on a beaucoup de marge de progrès, en fait. Hein. Je suis désolé de revenir encore à des chiffres, mais la part des produits importés dans les marchés publics aux États-Unis, la valeur, c'est 19%. En France, c'est 68% hors Union européenne, et c'est 45% en Allemagne. Donc vous voyez, il y a quand même un gap très important. Donc on voit qu'il y a vraiment des marges de manœuvre très importantes. Donc je pense que, je disais tout à l'heure, je reprends cette expression, il faut prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment, si on veut fabriquer des panneaux photovoltaïques en Europe, eh bien, il faut demander à ce que la totalité des marchés publics que toute la commande publique soit assujettie à des objectifs de 100% d'achat de panneaux photovoltaïques en Europe, qu'on pourrait, et d'ailleurs, il y a une étude très intéressante qui a été faite récemment par Carbone 4, qui est le bureau d'études de Jean-Claude Jancovici, qui propose, par exemple, pour l'acier, d'imposer 100% d'acier fabriqué en Europe avec une intensité bas carbone. Voilà, donc c'est des mesures très concrètes qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc on pense qu'on pourrait faire ça. Je pense, Christian, tu évoquais le lien entre la politique RSE d'une entreprise. On peut le prendre en compte dès lors que c'est en lien avec l'objet du marché. Je pense qu'on pourrait parfois découpler. C'est-à-dire si on veut valoriser les pratiques sociétales et environnementales les plus vertueuses, il faut qu'on aille peut-être plus loin que ce qui est lié directement à l'objet du marché. Alors, il y a quand même plusieurs motifs d'espoir. Je citais cette étude de Carbone 4 qui me semble extrêmement intéressante, donc le Buy European and Sustainable Act. Désolé pour l'accent. Il y a la lettre de mission du Conseil de l'Europe à la Commission européenne qui demande à ce qu'on dresse un bilan de l'application des directives européennes de 2014. Et on peut comprendre qu'il y a un souhait de les changer, notamment pour y intégrer des objectifs de relocalisation et de décarbonation. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Et par ailleurs, je crois comprendre, mais je ne l'ai pas lu parce qu'il n'a pas encore été publié, que le futur rapport Draghi, qui est attendu, je crois, dans les semaines qui viennent, parle à plusieurs reprises d'une stratégie industrielle européenne adossée à une commande publique révisée, avec des objectifs de relocalisation très forts. Donc voilà, je me dis qu'il y a un motif quand même d'espérer, puisqu'il y a encore quelques mois, la révision des directives de 2014, que France Urbaine appelle de ses voeux depuis assez longtemps, était considérée comme un chantier impossible. Ça sera très difficile hein, d'ailleurs, hein, mais on pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà. Ouais, une note optimiste. Valérie Guinaudi. Oui, moi je compte beaucoup sur ces réseaux qui mobilisent à l'échelle européenne. Malgré tout, moi je reste à ma petite échelle de petite intercommunalité. Je crois qu'il y a un gros travail à faire auprès des élus pour que tous et toutes on prenne conscience de l'intérêt d'avoir une politique d'achat durable, l'intérêt pour nos territoires, l'intérêt pour nos collectivités. Et il y a un vrai travail de formation et d'acculturation, effectivement, à cette logique-là qui est complètement différente
de ce qu'on peut, effectivement, tu l'évoquais tout à l'heure, sur le mieux disant, le moins disant, voilà. Dans les petites collectivités, on s'interroge très peu sur l'éthique d'achat, sur quelles conséquences de notre achat public sur notre territoire. Ouais. Voilà. Et il y a tout un travail à faire sur les petites collectivités. Alors les petites collectivités, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire en tout cas plus petite que la métropole strasbourgeoise et que la métropole bordelaise. Donc il y a un champ immense qui est ouvert et c'est un gros travail à faire, il me semble, pour aller dans ce sens d'un achat durable qui profite à la réindustrialisation en Europe. Voilà. Ouais. Et localement. Voilà. On revient à l'importance de cette pédagogie. Voilà. Et le mot de la fin pour vous, Christian Brassac? Moi, juste 2-3 pistes. Déforestation importée. Là, je pense qu'on peut introduire ça, en particulier dans des restaurations. C'est 10% de l'effet de serre mondial, la déforestation importée. Donc là, il y a une piste. L'égalité femmes-hommes, vous avez compris. Il y a aussi, on parle d'insertion professionnelle. C'est massif. Nous, on a 400 000 heures chaque année. À chaque fois qu'on dépense 1 000 euros, il y a 1 heure, en fait, en gros. Mais il y a aussi l'insertion professionnelle des jeunes adultes. Et donc, moi, j'ai introduit dans le SPASER l'alternance pour précisément des marchés où on a quand même du mal, à des marchés où il y a une prestation intellectuelle de haut niveau. Et donc, il me semble que l'alternance pré-bac et post-bac jusqu'à la thèse, je vous rappelle qu'il y a des thèses CIFRE, hein, là, on a déjà eu des marchés où une entreprise l'a emportée. Elle était un peu plus chère, mais elle avait mis dans enfin, on est bien dans le lié au marché. Dans l'équipe qui travaillerait sur le marché, elle avait mis 2 alternants, les autres personnes, et elle a gagné là-dessus. Donc, insertion professionnelle pour les personnes éloignées de l'emploi, oui, oui, oui et oui. Là, ça, on le prouve depuis très longtemps à Strasbourg, mais je pense que pour certains marchés, il peut y avoir de l'insertion professionnelle par alternance. Et ça, je pense que c'est... Et puis, c'est pas la peine de vous expliquer pourquoi c'est une mesure sociale. Hein. On n'a qu'à penser aux parents qui ont 3 enfants et qui veulent faire des études à Brest, Bordeaux et Strasbourg. Merci. Et puis, un dernier point, on est en train de travailler sur la chose suivante. On va proposer une plateforme gratuite aux entreprises pour qu'elles puissent calculer leur coût carbone pour le marché auquel ils répondent, et on essaye de l'intégrer en termes, non pas de clauses, mais de critères. Là, c'est balbutiant, mais on va dans cette direction-là. Merci beaucoup, Christian Brassac. Alors, restez bien là, tous. N'hésitez pas à poser des questions, profitez de nos intervenants qui sont là, si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Alors, je ne vois pas très bien avec les spots, je ne sais pas s'il y a des mains levées ou pas. À la rigueur, vous demandez presque de vous lever. Ah, merci, la lumière est là. Alors, n'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Aucune question? Ah, une question. Alors, attendez, les micros, comment ça se passe? On a une question pour faire passer les micros. Attendez, monsieur, on va... Ah mais non, pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai, c'est moi qui vous ai demandé de poser la question, mais c'est vrai qu'essentiellement, on a aussi les questions qui arrivent en online. Alors, une question pour vous en salle, et après, ce sera les questions online. Alors, on n'a pas de questions, donc c'est très bien. Vous serez la seule question pour nos intervenants. Jean-Yves Meul de la Commission européenne. C'était un débat passionnant, je dois dire, pour un représentant de Bruxelles. J'aurais une question sur SPASER. Parce qu'on essaye de créer quelque chose d'un peu similaire au niveau européen à une échelle un peu plus grande. Et ce qui m'intéresse, ce serait de savoir dans quelle mesure la coopération ou la collaboration que vous avez avec les acteurs de marché, donc les entreprises, les soumissionnaires potentiels, porte ses fruits, et dans quelle mesure est-ce que le dialogue que vous avez avec eux peut amener non seulement à la définition de critères, mais à des solutions innovantes aussi, qui pourraient justement favoriser ce développement industriel. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il y a un véritable dialogue entre les autorités contractantes et les acteurs privés? Je reprends le micro, merci. Alors, Christian Brassac. Alors, je ne peux pas dire qu'on a un dialogue avec toutes les entreprises qui répondent à nous. Ça, c'est pas vrai. Mais en revanche, sur certains, sur la Fédération régionale du bâtiment, la Fédération régionale des travaux publics, c'est quand même beaucoup d'argent pour sur le petit milliard d'achats qu'on a, c'est quand même beaucoup eux. On les voit régulièrement et on leur parle. Ils connaissent leur SPASER, ils l'ont dans leur bureau. J'ai fait une promotion très importante de ce SPASER. Et maintenant, il y a un endroit où on va pouvoir progresser sur cette question-là. C'est le fameux plan de progrès.
Le plan de progrès, c'est quelque chose qu'on met en place. Ce n'est pas quelque chose qui est mis pour choisir entre les entreprises, mais on leur dit dès le début que quand on aura contractualisé avec l'entreprise attributaire, pour des marchés d'au moins 2 ans, on pourra travailler au fil du marché avec eux sur des améliorations possibles dans tous les domaines, et social et... Alors ça, ce plan de progrès, on a commencé à le mettre en place sur un ensemble. La restauration, on l'a mise par exemple. En ce moment, on est pour l'ensemble des 13 000 repas, on est à 30% de bio et 60% de local. On veut monter à 50% et 70% de local. Vous voyez, donc ça, on travaille avec eux au cours du... Mais là, ce fameux plan de progrès, nous, on l'a découvert il n'y a pas très très longtemps. C'est grâce à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est eux qui nous ont expliqué que ça existait, on le découvre. Et là, pour le coup, là, on a une discussion concrète au cours du marché. Et donc, j'insiste bien, ce n'est pas quelque chose qui nous permet de choisir, mais ils savent dès le début que s'ils sont attributeurs, on travaillera avec eux en précision sur le marché précis. Donc, voilà. Et puis, comme je vous le disais, en fait, les entreprises, quand elles sont battues sur des questions environnementales, elles n'aiment pas du tout, elles le savent, elles réagissent. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Christian Brassac. Un petit mot pour Oui, en la complément réponse. très rapide, juste pour dire que le spacer, ce qui est intéressant, c'est indépendamment du fait qu'il y ait des contacts ou pas avec les entreprises, en général il y en a, c'est que ça fixe un horizon en fait. C'est une trajectoire, c'est un document de politique achat, donc ça veut dire que la collectivité annonce des objectifs, annonce des moyens, annonce parfois d'ailleurs de façon assez précise le type de critères qu'elle souhaite mettre en place dans ce marché. Donc ça veut dire que l'entreprise, elle peut adapter son modèle d'affaires, notamment lorsqu'elle a une part de son chiffre d'affaires qui dépend de la commande publique de façon importante, elle peut réorienter son modèle d'affaires. Donc je pense que c'est vraiment un document très important stratégiquement aussi pour ça. Alors, il n'y a toujours pas de questions online. On arrive justement à la fin de la séance, mais j'ai vu une dame lever la main. Je vous apporte le micro quand même pour prendre une dernière question dans la salle. Et comme ça, on va après conclure cette première table ronde. Donc, vous êtes la dernière question sur cette table ronde. Je vous en prie, et présentez-vous avant, s'il vous plaît. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lucie Bec-de-Lièvre, déléguée générale d'Alliance Ville Emploi, donc réseau de collectivités investies sur les questions d'insertion d'emploi et puis de développement local inclusif. Et on porte notamment et on anime le réseau des facilitateurs de la clause sociale. Alors plus qu'une question, parce que je souscris complètement à l'ensemble des propos qui ont été tenus ce matin, c'était plutôt une réflexion partagée sur la capacité aussi à compiler et consolider les résultats, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel sur les spazers. C'est non seulement de connaître son spazer, qu'il soit approprié par l'ensemble de l'écosystème, ça on est tous d'accord, mais également d'être en capacité de vérifier qu'on atteint bien les objectifs, tant sur les considérations sociales que sur les considérations environnementales. Et sur les considérations sociales, et à Strasbourg, on le sait bien, mais aussi à Bordeaux et dans beaucoup de territoires, notamment grâce au travail des facilitateurs de la clause sociale, ce qui est aussi un élément de réussite donc des tiers neutres qui travaillent et avec les acheteurs et avec les entreprises et avec l'écosystème aussi de l'insertion, avec, j'allais dire, leurs petits frères ou leurs petites sœurs des guichets verts sur les sujets environnementaux. C'est la capacité à vérifier que les heures prévues dans les marchés sont bien réalisées, dans quelles conditions, avec les bons publics si on est sur les sujets de clause sociale et de considération sociale, mais également sur les dimensions de marché réservé, de marché d'insertion et de qualification, parce que là, on a beaucoup parlé d'objet du marché, mais le marché d'insertion et de qualification nous permet d'acheter une prestation d'insertion qui a un support opérationnel. Donc c'est aussi un autre chemin pour arriver à ces fins. Et on voit que ces sujets de reporting, qui sont parfois appréhendés de façon un peu administrative ou contraignante, ont du sens à la fois parce que ça permet de voir où on va, de voir si on remplit les objectifs posés dans le marché, posés dans le spazer. On voit aussi qu'on commence à avoir des jurisprudences de chambres régionales des comptes qui retoquent des spazers en disant « il est magnifique votre spazer, mais vous ne nous prouvez pas que vous êtes capable de vérifier que c'est mis en place ».
Du coup, ça pose la question de la légalité du spacer. Et donc ça, je trouve ça plutôt intéressant en termes d'évolution. Et puis, on a beaucoup parlé aussi du sens de l'achat. Ça permet, y compris à l'utilisateur final et à l'ensemble de l'écosystème, de voir aussi que son achat, ça a généré des heures d'insertion, ça a généré des éléments d'avancée en termes environnementaux. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, au-delà des bonnes paroles ou des bonnes intentions, pour être en capacité d'aller au bout de la démarche, pour se dire, voilà, on a lancé un investissement public, on achète des prestations, on voit que ça génère des heures d'insertion avec des humains au bout. Merci. Merci pour cette remarque. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir. On va finir avec Monsieur Jossa et on va pouvoir passer après à la dernière table ronde. Je vous en prie. Oui, ma question, elle est bassement opérationnelle, si je puis dire. Voilà. C'est la question de la capacité des services achats à gérer cette transformation. Bon, pour prendre le cas de l'UGAP, nous avons un ensemble d'acheteurs et des services d'après-vente, mais en fait, la charge de travail de la passation des marchés occupe une bonne partie de leur temps. Et la difficulté qu'on a, c'est plutôt le sujet qui est un peu celui que vous avez évoqué, mais qui dépasse, qui est le respect de l'ensemble des engagements qui sont pris par ceux qui remportent les marchés, les attributaires, comme vous l'avez dit à juste titre. Donc, je ne sais pas si tous les acheteurs publics ont les moyens d'assurer le suivi que vous avez mis en place, vous, à la métropole de Strasbourg. Et ma question est un peu d'organisation. Est-ce que c'est les acheteurs eux-mêmes qui assurent ce suivi, ou est-ce que vous avez organisé un service chargé du respect des engagements? Parce qu'en fait, plus vous êtes sur le sociétal, plus vous vous éloignez du produit que connaît l'acheteur. Donc ma question, c'est comment organise-t-on les choses pour renforcer? Alors, donc nous, on travaille justement avec l'Alliance Ville Emploi, donc je salue Madame Bec de Lièvre, parce qu'on a externalisé une partie de ce qui s'appelle le contrôle du respect des engagements. Mais tout ça représente des budgets, représente des engagements, représente des moyens. Donc ma question, c'est comment on organise ça dans la durée? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait intéressant qu'il y ait des structures de mutualisation du contrôle de ces sujets? Par exemple, bien sûr, il y a tous les sujets que vous avez évoqués, mais nous avons même, nous, un sujet plus basique à l'UGAP, qui est le respect de l'objet du marché, tout simplement, qui est comme fondamental, parce que si vous... Voilà, donc voilà, c'est un peu sur ces questions de comment améliorer toute cette gestion intermarché, intermédiaire, et qui s'éloigne un peu du produit. On a très peu de temps. Qui peut répondre? Qui répond à Edouard Jossa, président de l'UGAP? Une personne pour la réponse. On va devoir passer à la table suivante. Valérie Guinaudi, je vous en prie. Moi, je réponds sur le volet insertion et heures d'insertion. En Gironde, effectivement, vous soulignez tout à l'heure, on a un accompagnement du conseil départemental qui s'assure du contrôle. Voilà. Donc c'est une forme de mutualisation quelque part par le conseil départemental qui vérifie et qui nous accompagne dans le contrôle de ces heures d'insertion dans les marchés. Voilà. Mais je pense qu'effectivement la mutualisation est nécessaire puisque nous on n'est pas en capacité de le faire ou alors on le fait voilà. Mais avec ça voudrait dire qu'on puisse mutualiser du temps d'agents pour ce contrôle. Voilà. Et c'est effectivement du temps en plus pour les services marchés. Donc voilà, la mutualisation est vraiment nécessaire. Mais la discussion peut continuer. Il va y avoir une petite pause de 15 minutes. Vous allez pouvoir échanger encore sur cette table ronde. On peut applaudir nos trois intervenants, les remercier encore pour ces échanges qui étaient très constructifs. Alors, n'oubliez pas de rendre vos casques, pour ceux qui ont des casques, en sortant de la salle. On en récupère à chaque fois quand on rentre, mais on doit les rendre en sortant. Et donc, on a une petite pause et juste après, on se retrouvera avec deux tables rondes. Une sur les acheteurs publics européens vers des pratiques partagées et une autre table ronde sur comment se diriger vers une économie verte. Et on fera aussi un état des lieux en Europe. Donc voilà, donc petite pause, là, 10-15 minutes et on se retrouve après entre cette salle-là et la salle Brasilia pour la suite des échanges. Merci beaucoup.